Soyez bienvenus, vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est International, vous êtes confortablement installés sur les antennes de TV5 Monde, sur celles de RFI, pour cette émission réalisée conjointement avec le quotidien Le Monde. Ce n'est pas un acteur politique que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est un écrivain, c'est un intellectuel. Tahar Benjelloul, merci d'être sur le plateau d'International. Plusieurs raisons à notre invitation. Vous publiez notamment Le terrorisme expliqué aux enfants, au moment où la France commémore un an tout juste donc les tueries du Bataclan à Paris et bien d'autres attentats. Et puis nous vous interrogerons aussi sur le Maroc. Je le disais, vous êtes franco-marocain, alors que le Maroc accueille en ce moment même la COP22, la grande conférence mondiale sur le climat. Les troubles sociaux dans le pays amènent à s'interroger sur la situation politique et sociale au moment où la formation islamiste a gagné, voici quelques semaines, les élections. Tout d'abord, donc, des questions que nous vous poserons avec Sophie Malibaud de RFI et Philippe Ricard du quotidien Le Monde. Peut-être cette première question à propos de ce livre que vous publiez, Le terrorisme expliqué à nos enfants. Une question virtuelle que vous poserez votre fille. Question, faut-il avoir peur de l'islam? Lorsqu'on voit l'actualité, c'est une question qu'on peut se poser. C'est une question que se posent beaucoup de gens, surtout qui ne connaissent pas l'islam dans sa vérité, dans sa légitimité. Et il y a un islam qui a été pris en otage par des gens extrémistes qui en font un drapeau, une idéologie, une constitution, et qui l'utilisent pour des objectifs de crimes, de meurtres, d'assassinats, ce qui est en contradiction totale avec l'esprit de toutes les religions monothéistes, y compris la religion musulmane. Et pourquoi est-ce la seule religion qui actuellement amène à cette dérive qu'on ne retrouve pratiquement plus dans d'autres religions? Les autres religions sont passées aussi par là il y a très longtemps. Mais l'islam est là, tout dépend comment on le lit, comment on l'interprète, comment on le comprend. Et dès le départ, dès le début de cette religion, au 7e siècle, après la mort du prophète, il y a eu deux écoles qui se sont affrontées. L'école philosophique rationaliste qui lisait le Coran et l'islam d'une manière intelligente, symbolique, métaphorique. Et puis en face, il y avait les littéralistes, ceux qui voulaient lire l'islam au pied de la lettre et ne donner aucune interprétation symbolique à ce que disait le Coran. Et malheureusement, ce sont les littéralistes qui ont gagné, qui ont imposé leur vision. Ce qu'on retrouvera au XIIIe siècle avec un très grand théologien qui s'appelle Ibn Taymiyyah, et qui était pour un islam très dur, très, très fanatique et intégriste, qui sera repris au XVIIIe siècle par Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui va donner le wahhabisme, idéologie de l'Arabie saoudite actuellement et du Qatar et du Daesh. Peut-on expliquer le terrorisme réellement à nos enfants? Est-ce leur affaire? Bien sûr. Bien sûr, moi j'ai commencé à écrire ce livre le lendemain du 13 novembre parce que j'ai pensé à toutes ces familles endeuillées. Comment expliquer aux petits frères ou à la petite sœur qui ont échappé ou qui ont perdu un des leurs dans ce massacre, comment leur expliquer ce qui s'est passé? Alors évidemment, c'est un moment terrible. Alors il faut parler aux enfants, il faut leur dire la vérité, choisir les mots, les moments et ne pas leur mentir ou leur donner une image magnifique, très jolie du monde. Le monde est violent, il faut qu'ils le sachent dès 10 ans, dès 11 ans, il faut qu'ils sachent dans quel monde nous vivons. Nous vivons dans un monde brutal et violent, avec des moments de bonheur, bien sûr. Mais il faut qu'ils soient prévenus. Tahar Benjelloul, on le dit souvent, les musulmans sont les premiers victimes dans le monde de cette brutalité du groupe État islamique. Mais pourquoi en France, puisqu'on est un an après ces attentats et qu'il y a quand même une série assez incroyable en France, en Belgique, pourquoi cette violence ici, sur le sol français? Comment vous l'interprétez? Alors là, c'est un règlement de compte avec l'Occident en général, avec le mode de vie des Européens, des Français. D'ailleurs, ils ont bien choisi, ils ont ciblé
un match de football, ils ont ciblé un concert de musique, ils ont ciblé des cafés, des restaurants, des moments de joie. Ils ont ciblé le mode de vie des Européens, des Français en particulier, ou des Belges. Le mode de vie qui donne aussi, qui respecte la femme, qui lui donne tous ses droits. Et tout cela va à l'encontre, bien sûr, de l'idéologie de Daesh. Et Daesh, évidemment, se sert de la population d'origine immigrée, qui est musulmane, ou qui connaît peut-être bien l'islam ou mal l'islam, pour la pousser à lui dire « Vous êtes dans un pays laïque, c'est-à-dire athée, pour eux, la laïcité c'est l'athéisme, vous êtes dans un pays où Dieu est mort », il cite Nietzsche, et puis nous vous proposons autre chose, nous proposons la spiritualité, nous vous proposons un monde où l'esprit est vivant. Mais vous voulez dire, vous disiez qu'ils connaissent bien ou mal la religion, justement, il y a un problème avec la connaissance de l'islam? Mais bien sûr, parce que comment on est musulman de père en fils, les immigrés qui sont arrivés ici ont une connaissance instinctive de la religion musulmane. La plupart ne sont pas très cultivés, mais ils ont des pratiques de la religion. Et ces pratiques, ils les transmettent à leurs enfants. Et parfois, dans le transfert, il y a un simplisme qui fait que les grandes valeurs de l'islam sont là, mais elles ne sont pas bien expliquées ni bien transmises. Philippe Ricard, Le Monde. Comment faire justement pour éviter qu'une partie, certains films, mais une petite partie quand même... des enfants issus de l'immigration, notamment des pays musulmans, soient tentés de rejoindre, par exemple, la Syrie, de rejoindre l'État islamique. Comment faire ? Alors, oui, il y a un travail énorme à faire. D'abord, un travail pédagogique dans les écoles, un travail auprès des familles, un travail aussi auprès des médias pour que tout le monde soit engagé, pour les décourager à faire ce choix. Ce qu'a réussi Daesh, qui est historique et exceptionnel, c'est d'avoir... ils ont réussi à faire changer l'instinct de vie que nous avons tous en instinct de mort. Et ça, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas peur de mourir... Même qu'il souhaite. Oui, alors, non, mais qui fait de la mort une volonté, un désir, parce que la mort va lui ouvrir les portes du paradis et d'un monde bien meilleur que celui dans lequel il vit actuellement. Alors là... C'est terrible, on ne peut rien faire. Mais pour vous, c'est une quête religieuse à l'origine de ces départs éventuels ? C'est une quête du sens. C'est une quête de sens, oui. Une quête de sens, parce qu'il y a beaucoup de failles dans la constitution psychologique de ces jeunes, même parfois des jeunes Français de souche qui sont convertis. La propagande, il faut dire une chose, la propagande à travers Internet par Daesh est exceptionnellement bien faite. Elle est dans la répétition, elle est dans l'intelligence, et ils arrivent quand même à choper les failles de certains jeunes qui sont de manière très indirecte. Daesh n'est pas là, mais il y a l'écran, il y a la répétition des choses. Parmi les 1000 vidéos qu'ils lancent chaque mois sur Internet, il n'y a pas que des vidéos de guerre. Il y a des vidéos du bonheur, de la vie en famille, des enfants qui rigolent dans les jardins publics, des petites filles déjà voilées. Enfin, il leur donne une autre image de la vie et du monde. Et Taher Benjelloun, vous avez été témoin puisque vous vivez en France, vous avez pu voir comment la société française a réagi. Est-ce qu'il vous semble qu'on a mis les pare-feux nécessaires ? La société, elle a été traumatisée. Elle n'était pas du tout faite pour ce genre de tragédie. Ça arrive comme ça. On pensait qu'on était en sécurité, mais pas du tout. Il y a eu ils ont agi par surprise. Ils ont fait... Par exemple, en janvier, par exemple, l'assassinat de nos amis de Charlie Hebdo, ça a été quelque chose de bien pensé et de bien préparé. C'était pas n'importe quoi. Après, ils sont pris aux Juifs, c'était aussi quelque chose de bien établi aussi, bien préparé. Donc, on a affaire à une armée invisible, sans visage, et qui agit quand elle veut. Est-ce qu'on peut déradicaliser, puisque vous parlez dans ce livre, vous parlez à nos enfants, pratiquement un certain nombre de ces terroristes sont adolescents ou un peu au-delà. Donc, ce qu'essaient de faire différents pays, dont la France, de déradicaliser, comment faut-il s'y prendre ? C'est un travail de très, très, très long terme et très longue haleine. Ce n'est pas en quelques jours qu'on peut y arriver. Déjà, il faut commencer dans les écoles primaires à enseigner
les choses, enseigner aussi que la laïcité, enseigner le respect des religions, enseigner les religions et le faire d'une manière objective, pas du tout avec un sens idéologique. Il y a beaucoup de travail à faire. Et il y a aussi parler à la communauté musulmane, la rassurer. Ceux qui sont français, leur donner leur chance d'être vraiment français et non pas des Français de seconde zone. Il y a beaucoup de choses à faire. On le dit, on l'a redit, ça fait 30 ans qu'on le dit, qu'on a publié tellement d'articles là-dessus. Aucun gouvernement n'a pris les choses vraiment au sérieux. Toujours pas. Depuis un an, le gouvernement en place, là, vous n'avez pas... Je ne sais pas très bien ce qu'il fait, mais en tout cas, je sais que le travail ne va pas se faire en 24 heures, mais qu'il faut dès maintenant travailler pour l'avenir. Parce que Daesh, malheureusement, il est bien implanté un peu partout. Vous êtes, je crois, membre ou pressenti pour être membre de la Fondation pour l'Islam, là, qui va être mise en place sous la direction de M. Chevènement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de réponse? Est-ce que c'est effectivement adapté? Semble-t-il, il y a des complications liées au fait qu'on est un État laïque. En plus, oui. Non, en fait, fait partie des tentatives l'association existe depuis 2005. Ça a été installé par Dominique de Villepin. Essayer de la relancer, oui. Mais elle était endormie. Et pourquoi endormie? Parce que les musulmans n'ont pas la culture de la hiérarchie comme dans les autres religions. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'évêque, il n'y a rien. Donc, ça dépend, les chiites ont ce... Non, mais ça, c'était surtout les sunnites, parce que c'est les sunnites qui sont le plus majoritaires en France. Donc, réunir les musulmans et leur donner une fondation pour être représentatif de tous les musulmans, ça a été très difficile. Ils n'ont pas pu le faire, donc ça s'est un petit peu endormi. Et Cazeneuve a voulu le ministre français de l'Intérieur la relancer en nommant Jean-Pierre Chevènement, qui est très, très, très cultivé dans ce qui est le monde arabe et l'islam, pour la relancer. On a fait 2 ou 3 réunions, on a des idées, mais le problème de cette fondation qui est culturelle, c'est les moyens. Et les moyens ne peuvent pas venir de l'État, parce que l'État est laïque, il ne peut pas financer une fondation culturelle finalement à but religieux, finalement. Même si on ne va pas faire de la religion, on va faire indirectement parler de l'islam, par la culture, par des choses, par la civilisation musulmane, etc. Mais à travers ça, il faut trouver les moyens. Et les moyens, on ne peut pas les amener d'étrangers. Et on ne peut pas non plus taxer l'État français. Donc, ça ne peut se faire que par des dons privés des musulmans de France. Mais ça peut marcher, cette fondation. Il y a eu à nouveau d'autres instances qui n'ont pas eux fonctionné. Elles fonctionnaient, pardon. Vous êtes optimiste? Ça va marcher? Ça commence quand? Le décret est au Conseil constitutionnel. Lorsque le décret sortira, on fera à ce moment-là, ça sera officiellement installé. À ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire. On a déjà fait une première réunion, on a parlé de certains projets, mais à chaque fois, on bute contre les moyens. Vous pensez que certains investisseurs, disons privés, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs, pourraient effectivement être intéressés? Il y a des pistes là concrètes? Concrète, non, parce qu'on n'a pas encore commencé à chercher. On a parlé de taxer le commerce halal, qui est de à peu près 5 milliards d'euros par an. Ça vous semble possible? Je ne sais pas, c'est très technique à ce moment-là. Il faut d'abord définir ce que c'est que le halal. Alors moi, j'ai dit, il faut s'inspirer de ce que fait le commerce kasher en France. Et faire un peu comme eux, parce que aussi, sont en but à la laïcité. Donc, il faut arriver à trouver l'argent nécessaire, et beaucoup d'argent, pour faire de cette fondation culturelle un moyen de mieux faire connaître l'islam dans ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux, de plus accessible à tout le monde, et dégager l'islam des griffes de l'intégrisme et du fanatisme. Et le Conseil français du culte musulman, vous estimez que c'est une entreprise vouée à l'échec ? Non, elle fait un travail, moi que je ne connais pas bien. Elle fait un travail, mais c'est pas suffisant à mon avis. C'est pas suffisant parce que aujourd'hui, pour parler aux gens, il faut partir d'un principe laïque. Parce que si on vient avec un habit religieux, les gens ne vont pas vous écouter. C'est pour ça que la fondation est culturelle et non pas cultuelle. Tahar Benjelloun, vous êtes un homme de mots, donc l'étymologie du terrorisme est assez facile à trouver, à comprendre évidemment, c'est le mot terreur.
Mais c'est plus compliqué que ça. Qui vient du mot trembler en latin. Absolument, on l'a rappelé. Simplement, certains terroristes, notamment lorsqu'on l'associe à terroristes palestiniens, ça peut créer effectivement aussi une confusion. Qui est terroriste? Vous montrez à travers l'histoire, différents exemples, que c'est effectivement beaucoup plus compliqué que ça. On fait bien de parler de Palestiniens. Moi, j'ai remarqué que depuis quelques années, dans la presse, surtout israélienne ou dans des radios juives, militantes, ils accolent toujours le mot terroriste à palestinien. Bon. Moi, je rappelle dans le livre tout simplement une chose. En 1947, lorsque la Palestine était sous mandat britannique, les Juifs ont eu recours à la résistance. Ouais. La résistance est différente du terrorisme. Oui. À la résistance, en commettant des attentats terroristes, il y a eu plusieurs morts, des civils innocents, etc. À l'époque, ils s'appelaient résistants. Aujourd'hui, les Palestiniens qui sont occupés dans leur territoire, quand ils agissent, on dit qu'ils sont terroristes, alors qu'ils résistent contre un occupant. Et ça, cette distinction, ils ne veulent pas l'entendre aujourd'hui, alors qu'ils en sont passés par là. Il y a eu d'autres exemples. Poutine qui parle de terroristes. Pour les Tchétchènes, oui. Pour les Tchétchènes. Oui, bien sûr. Mais terroristes, et Bachar al-Assad qui parle de terroristes pour les résistants contre sa barbarie, bien sûr. Oui, mais ça, c'est facile. À ce moment-là, on lance terroristes à tous les opposants. Et d'ailleurs, Erdogan en Turquie fait la même chose. Pour lui, tous ceux qui sont contre sa politique sont des terroristes. Vous êtes inquiet de l'évolution politique de la Turquie, par exemple, avec une islamisation de la société? Bien sûr. C'est un pays laïque qui était formidable. On aurait dû absolument l'intégrer à l'Europe parce qu'on aurait gagné beaucoup de choses. D'abord, ça aurait donné à l'Europe une autre dimension. Et puis, on aurait aujourd'hui une démocratie non religieuse. Or, maintenant, Erdogan est en train d'islamiser un pays laïque et en même temps de mettre en prison tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, y compris les journalistes, les écrivains, les intellectuels. Et ça, c'est une dictature qui est à nos portes, qui est à côté. On l'a laissé faire parce que il aurait été européen, il n'aurait pas pu faire ça. Pour vous, justement, la perspective européenne pour la Turquie, maintenant, vous parlez du passé, c'est fini. C'est fini. Bien que les négociations soient toujours en cours, mais pour vous, oui, vous ne croyez pas une minute. Moi, quand j'étais en Turquie, j'ai appris quelque chose, c'est qu'ils sont très fiers. Et déjà, à l'époque, ils disent, mais quoi, ils ne veulent pas de nous. Mais nous, on ne veut pas y être d'eux. Alors, j'ai eu une discussion avec des intellectuels là-bas. Mais enfin, quoi, ils ne veulent pas de nous. Mais ils étaient très vexés. Et surtout quand, c'était Giscard qui disait, la Turquie en Europe, c'est 100 millions de musulmans. Alors qu'ils n'étaient pas des musulmans, c'était des laïcs. Atatürk les avait laïcisés, il avait même latinisé les caractères, il avait introduit une modernité parce que la religion devenait une affaire privée. Il y a des musulmans en Turquie qui prient chez eux tranquillement. Et ils ont le droit de le faire. Mais aujourd'hui, on veut islamiser un système politique et idéologique et en faire un pays surtout qui intervient dans le terrorisme de Daesh et compagnie. En Turquie, ce qui est frappant, c'est qu'on a le sentiment que c'est à la fois une islamisation, certes, mais aussi beaucoup de nationalisme, en fait. C'est peut-être encore plus préoccupant dans le nationalisme turc, notamment dans la région. Alors, au nom de la religion, parfois, mais... Non, ils sont très nationalistes, les Turcs en général. Mais là, avec Erdogan, malheureusement, il est populaire chez lui. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est parfois des aberrations démocratiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer à Alep? Aujourd'hui, on est la journée internationale de l'enfant. Il y a des enfants qui se font bombarder dans les écoles. Maintenant, il n'y a plus de médecins pédiatres pour les soigner dans Alep. Est-ce que ça n'est pas de nature à raviver les tensions et le terrorisme? Je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à M. Obama. Je le rends responsable de ce qui se passe actuellement en Syrie. Parce que Obama et l'Europe, mais l'Europe n'a pas pu suivre, au mois d'août 2013, lorsque Bachar al-Assad a utilisé les armes chimiques, il a tapé sur la table et dit comment ça est possible. Il n'a pas intervenu, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il a laissé faire. Et là, il a laissé la place à la Russie. Et la Russie est en train aujourd'hui de massacrer le peuple syrien, qu'il soit résistant ou rebelle, peu importe. Il tue tout le monde, il tue beaucoup d'innocents, beaucoup de familles. Et ça, aujourd'hui, nous avons l'exemple même d'un grand dictateur, un tueur,
un gangster qui est Bachar al-Assad, et tue tranquillement avec l'aide et l'appui de l'Iran, de la Chine, et surtout de Poutine qui lui prête ses armes et ses avions pour massacrer un peuple qui n'a rien fait. Alors, Tahar Benjelloun, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, peut-être sur la situation récente aux États-Unis, avec le rapport entre Trump et les musulmans. Nous parlerons du Maroc également. Tout cela, c'est dans un instant, après ce point de l'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. A tout de suite, on se retrouve dans 2 minutes. Retour à International RFI TV5 Monde, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Tahar Benjelloun, écrivain qui fut prix Goncourt et qui publie Ce terrorisme expliqué à nos enfants. Nous vous posions la question en ouverture de cette émission il y a quelques minutes. Faut-il avoir peur de l'islam ? Vous avez répondu. Compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, visiblement la question ne se pose même pas pour Trump. Il a peur des musulmans puisqu'il veut leur interdire l'accès au territoire. Ça a du sens, ça ? Il a peur aussi des Mexicains, il a peur des Noirs, il a peur de tout le monde. Non, de toute façon, lui, c'est une grande catastrophe pour l'humanité parce que ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, a des répercussions sur les autres pays du monde. Et comme je disais, une fois, j'avais écrit un article dans Le Monde il y a une dizaine d'années, nous devrions tous participer aux élections américaines parce que ça nous concerne. Hein. Ça retombe sur nous parce qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple pour la COP22, il a remis en question. Il est climato-sceptique. Ouais. Oui, mais ça ne va pas. Mais si jamais les États-Unis d'Amérique se retirent de la COP et disent tout ça, c'est rien du tout, ça va avoir des répercussions énormes sur la planète, sur le monde entier. Mais c'est un monsieur dangereux. Il est très dangereux pour son pays. Tout à l'heure, on parlait de la Syrie et vous blâmiez le président Obama de ne pas être intervenu en Syrie. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'un président comme Donald Trump ? Moi, j'attends tous les jours de voir ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va être fatigué, se rendre compte qu'il n'est pas à la hauteur et partir de lui-même. Parce que c'est une charge énorme. C'est extraordinaire. Être président de la plus grande puissance du monde, il n'était pas préparé pour ça. Il n'était pas. Je ne sais pas, moi, ce qu'il va faire. Moi, j'ai peur. Vous craignez que son administration encourage plus d'intervention ou moins ? Non, je crois pas du tout qu'il va intervenir parce que pour lui, c'est les Arabes qui s'entretuent entre eux et qui crèvent. Il a dit qu'il voulait écraser Daesh. Je sais pas, c'est même pas son problème, je crois, parce que Daesh ne s'attaque pas directement à l'Amérique. Il s'attaque beaucoup plus à l'Europe et aux pays musulmans. Je pense, mais je ne sais pas s'il a une pensée politique. C'est un homme d'affaires, il fait du business, c'est pas un homme politique. Mais il est élu démocratiquement. Oui, mais la démocratie, encore une fois, peut avoir des aberrations. Elle a déjà eu une aberration avec George Bush, maintenant c'est une aberration avec Trump. C'est pas parce que la démocratie, c'est pas uniquement une technique, c'est pas uniquement le fait d'aller voter. Encore faut-il voter pour des valeurs, pour des choses qui respectent l'humain, qui respectent l'humanité, qui respectent les droits des gens. Or, là, le peuple a effectivement élu, mais d'une manière bizarre, avec 1 million de voix de moins que Hillary Clinton. Alors, non, 1 million. 300 000, ouais. Combien ? Enfin, bon, peu importe. En tout cas, effectivement, en nombre de voix, elle a eu plusieurs voix. Je ne comprends pas cette démocratie, cette technique, je ne la comprends pas du tout. C'est Churchill qui disait que la démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Il n'y a pas mieux. Bien sûr, je sais, mais encore... Monsieur Trump a peur d'un peu tout le monde, effectivement. Vous, on comprend que vous avez peur de Monsieur Trump, mais de quoi avez-vous peur, en fait ? D'un repli sur soi des États-Unis, sur eux-mêmes des États-Unis, ou au contraire d'un interventionnisme qui rappellerait effectivement les néoconservateurs ? Il est plutôt sur une ligne isolationniste. Ça vous inquiète aussi, ça ? Parce que ça laisse la place aux Russes, par exemple. De toute façon, il va y avoir un repli et il va y avoir... Ils vont défendre leurs intérêts. Les Américains ont toujours été comme ça. Leurs intérêts d'abord. Après, le reste, c'est secondaire. Et les intérêts américains, ça va se faire sur le dos de tous les pays du monde. Parce que c'est pas des gens qui connaissent où se trouvent les autres pays. Ça ne s'intéresse pas au monde. Vous prenez un journal, j'étais dans le Middle West il y a quelque temps, j'ouvre les journaux, il n'y a que ce qui se passe dans le Middle West. Il n'y a rien d'autre. C'est quand même... ce sont des pays qui sont fermés, ils traduisent très peu de langues. Ils traduisent ni les Italiens, ni les Allemands, ni les Français. Très, très, très peu. Il y a 3% de traduction, alors que la France arrive à 30% de traduction parmi les publications. C'est quand même un état d'esprit. Donc vous craignez l'isolationnisme, en fait, des États-Unis avant tout ?
Oui, et surtout que ça a des répercussions sur l'Afrique, sur le monde arabe, sur la relation avec les pays qui ont du pétrole. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'Arabie saoudite? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'Iran? Si par exemple ils cassent l'accord avec l'Iran, ça va être une catastrophe. Enfin, les Américains ont réussi à avoir un accord avec cette grande puissance qui est l'Iran. Et s'ils le cassent, ça va être une dramatique. Sophie Malibaud, je voulais poser... Excusez-moi, je pensais que vous souhaitiez prendre la parole. On va parler du Maroc, du pays où vous êtes né à Fès. Vous vivez en France, entre les deux pays, disons, depuis fort longtemps. On regarde la COP 22 qui se déroule actuellement à Marrakech. C'est l'occasion pour nous aussi de vous poser ce projecteur. Les islamistes ont gagné, une nouvelle fois sont reconduits, ont gagné les élections. Est-ce que ça vous inquiète sur l'évolution de la société marocaine? C'est un peu inquiétant dans la mesure où les islamistes sont dans une régression, d'un conservatisme. Nous avons un souverain, un roi qui est plutôt dans la modernité, dans le progrès, qui fait énormément pour le pays sur le plan des infrastructures, de l'économie, de la politique étrangère. Il est en train de relier le Maroc à l'Afrique, ce qui était une absence pendant très longtemps, et il est en train de ramener l'Afrique vers le Maroc, ce qui est formidable. Mais par ailleurs, on a une société qui est sincèrement musulmane et qui pense que le discours des islamistes correspond à ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle a voté une majorité relative pour les islamistes. Or, les islamistes, pendant 5 ans, étaient au pouvoir. Ils n'ont pas réussi à éradiquer la corruption, ce qui était leur programme. Ils n'ont pas réussi à améliorer la situation de la santé dans le pays. Et le problème de l'éducation, lorsque le ministre de l'Éducation, qui n'est pas islamiste, Rachid Belmokhtar, a fait une réforme avec une équipe assez moderne et progressiste, ils l'ont combattu. Donc, on est dans une situation où il y a deux Marocs. Il y a un Maroc à deux vitesses, justement. Deux vitesses. Il y a un Maroc de la modernité, du progrès, qui est, disons, du côté du roi, et puis un Maroc du conservatisme et qui joue sur la morale et qui joue sur la vertu. Et on a vu, par exemple, dernièrement, deux petites jeunes filles qui se sont fait un petit bisou, arrêtées, mises en prison pour homosexualité, alors qu'il y a un article de loi, le 489, je crois, que beaucoup d'associations et de sociétés civiles réclament à ce qu'on le supprime parce que l'homosexualité est considérée comme un crime et puni par 3 ans de prison. Alors, tout ça, eh bien, eux, ils freinent. Il y a eu des... Comment expliquer, Tahar Benjelloun, que finalement, il y a eu des manifestations au Maroc, puisque le mois dernier, il y a eu ce vendeur de poissons qui s'est fait arrêter, à qui on a confisqué la marchandise. Il est mort dans des conditions atroces. C'est un accident, d'abord. C'est un accident. Néanmoins, c'est pas suicidé. Non, il ne s'est pas suicidé, mais il essayait de récupérer sa marchandise. Poisson. Il y a enquête pour savoir si sa mort est volontaire ou pas. Il y a eu manifestation, ça n'a pas dégénéré. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? On a vu un phénomène en Tunisie qui a déclenché une révolution. Au Maroc, ça n'est pas le cas. Comment on a eu peur, effectivement, parce que les manifestations ont eu lieu partout au Maroc, pas uniquement à Al-Hoceima. Et c'était des manifestations qui ont pris Mohsin Fikri, ce malheureux pêcheur, comme un symbole de ce mépris, de cette humiliation des autorités à l'égard des pauvres. Et c'est vrai que ça a dégénéré. Ça a failli dégénérer parce que les gens ont mis sur le dos de Mohsin Fikri toute leur rancœur, toutes les inégalités qu'ils vivent, la situation de pauvreté. Et c'est vrai que, vu qu'il y a beaucoup de corruption, le système judiciaire est injuste, les pauvres n'arrivent pas toujours à avoir leurs droits. Et ça, c'est ça qui mine la société marocaine. Et ça, si par exemple les gouvernements pendant 5 ans, les islamistes n'ont pas réussi à redonner dignité et justice au peuple, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les 5 ans qui viennent? C'est pour ça qu'on est inquiet. Le roi non plus n'y arrive pas. Le roi, oui, mais le roi, il fait ce qu'il peut. Il donne les grandes directives. Il a une vision. Il ne rentre pas dans les détails. Mais est-ce que ce n'est pas un peu compliqué, ce système, un peu difficile à comprendre d'ailleurs de l'extérieur, ce système où le roi est d'un côté commandeur des croyants et il a beaucoup de pouvoir entre les mains tout de même. Oui. Il est même un acteur économique très très important. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de confusion, peut-être de conflit d'intérêts à la tête de l'État marocain?
Peut-être, mais moi ce que je vois, c'est ce qu'il fait de positif pour le pays. C'est quelqu'un qui est en train de réinstaller le Maroc dans la scène internationale avec quand même une hauteur de vue, une vision, et une vision qui ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Alors, je vois ça. Évidemment, il y a les inégalités sociales dans le pays. Il y a la situation de l'éducation, la situation de la santé, la situation de la justice, qui sont des situations endémiques et qu'on n'arrive pas à soigner parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a beaucoup de corruption dans ce pays. Et la lutte contre la corruption, elle est très difficile. C'est exactement comme la lutte contre la mafia en Italie. C'est-à-dire quand l'argent n'est ni vu ni connu, et donc c'est la lutte impossible. Et vous craignez pour la stabilité du Maroc, étant donné cette situation d'un Maroc à deux vitesses, avec cette colère qu'on sent sourde, grimper parfois, prendre un prétexte comme la bande. Bien sûr, c'est un danger pour la stabilité. Il y a un vrai problème de stabilité. Oui, c'est un danger pour la stabilité du pays. Et tant qu'il existe ces espèces d'inégalités flagrantes, il y a des disparités énormes entre les très gros riches et les plus en plus de pauvres. Et ça fait une tension permanente dans le pays, c'est évident. Il n'y a pas eu de printemps arabe au Maroc. Pour quelle raison ? Parce que, encore une fois, le roi a eu l'intelligence d'anticiper les choses, de proposer tout de suite une nouvelle constitution, de faire de nouvelles élections et de démocratiser le pays. Il a été très rapide, et ça a été en 2011, et depuis que la constitution de 2011, qui est pas mal, mais malheureusement, dans cette constitution, il manque un article qu'on n'a pas pu inscrire, que les Tunisiens ont pu faire, c'est l'article sur la liberté de conscience. Je me souviens, à l'époque, il y avait des bagarres, des luttes entre plusieurs personnes à l'intérieur de la constituante, et ce sont malheureusement les islamistes qui l'ont remporté. Voilà. Est-ce qu'on est vers une tendance du régime ou du Maroc à devenir de plus en plus conservateur, sous l'influence des islamistes ? Ça se voit physiquement même. Il y a de plus en plus de femmes voilées un peu partout. On a vu cet été dans les plages des femmes se baigner, tout habillées. Enfin, ce sont des choses déplorables. Non, avec leur djellaba et tout le reste. Non, c'est déplorable. Mais ça, c'est une tendance d'une société marocaine qui avait jusqu'à présent un islam très paisible. Et maintenant, avec évidemment le bruit que... L'influence wahhabite ? Pardon ? L'influence wahhabite ? Ah non, on est malékite, heureusement. Mais il y a une interprétation un peu littéraliste quand même de l'islam. Pourquoi est-ce que, notamment les intégristes, ont ce problème avec les femmes ? Vous dites qu'il y a un problème avec la sexualité. Vous allez jusque-là. Souvent, la femme, effectivement, en matière de droits de l'homme, disons de droits humains, est celle qui subit le plus ce type d'organisation sociale et politique. Ça a toujours été le centre d'intérêt et le centre de traumatisme, des conservatismes. C'est-à-dire que la femme, c'est l'élément de liberté qui fait peur, parce qu'il faut la cacher, il faut la voiler, et il ne faut pas lui donner les mêmes droits que l'homme, parce qu'il y a une peur de la femme, une peur de sa liberté, une peur de son corps. Et c'est pour ça qu'on cherche à voiler, à cacher, à la mettre de côté. Mais alors, ce qui est un peu inexplicable, c'est que nous trouvons parmi les islamistes et les intégristes des femmes qui appuient la polygamie, qui appuie le voile intégral, etc. Alors ça, c'est du masochisme. Cette tendance à faire de la femme un être soumis, etc., c'est très partagé par beaucoup de religions, par le catholicisme intégriste, même le code de Manu chez les bouddhistes donne une place secondaire à la femme. Pourquoi, dans la vie quotidienne, dans l'actualité, c'est surtout on regarde surtout du côté de l'islam, sur cette façon de... Encore une fois, c'est une très mauvaise interprétation de l'islam. Si on donne l'exemple du prophète qui s'est marié avec Khadija, sa patronne, c'était une femme d'affaires qui avait des caravanes. Il était à son service et il travaillait tellement bien qu'elle l'a épousé. Et elle a été la première à croire en son message. Donc, dans le Coran déjà, on donne à la femme, à travers Khadija, un rôle primordial, un rôle important. Et le prophète ne faisait rien sans en parler avec sa femme Khadija. Et là, il a toujours eu une relation de respect absolu vis-à-vis de la femme. Mais on ne retrouve pas ça
dans la pratique des musulmans parce que eux n'ont pas cette exigence, cette humanité vis-à-vis de la femme parce que il y a une tradition de peur de la femme et il y a aussi quelque chose qui a peut-être les a encouragés à mettre la femme de côté, c'est le fait que, par exemple, au niveau de l'héritage, la femme a une demi-part ouais. et l'homme une part entière. Mais ça, c'était valable à l'époque où le Coran a été révélé. C'est la religion qu'il faut réformer? On ne peut pas réformer la religion, c'est un dogme. Mais on certains peut, le disent. Un philosophe comme Abdenour Bidar estime qu'il y a quelque chose à réformer. Oui, non. Ce que peut réformer, ce sont les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire on peut s'adapter. Ce n'est pas interdit dans le Coran. Et le mot jihad, par exemple, le mot jihad, ça veut dire faire l'effort sur soi-même pour améliorer son être. C'est ça le vrai sens du jihad. Et le deuxième sens du jihad, c'est se défendre quand on est attaqué. Bon. Or, dans l'islam, il y a la possibilité de faire le jihad, c'est-à-dire interpréter et s'adapter intelligemment à la vie dans laquelle nous vivons. Or, ce qui s'est passé, c'est que le Coran a été révélé dans une époque bien précise, en un temps bien précis, avec des versets qui avaient un sens de circonstance et des versets qui ont un sens perpétuel. Or, aujourd'hui, on ne peut pas toucher à tout ça parce que dès qu'on touche, c'est impossible. Mais on peut demander aux musulmans de pratiquer un islam d'ouverture, intelligent et tolérant. On peut leur demander, ils peuvent le faire. Mais je le disais, vous êtes donc franco-marocain, vous vivez en France depuis des années. Actuellement, nous le verrons dans les journaux de RFI ou de TV5 Monde, il y a d'ailleurs une consultation pour préparer l'échéance électorale, la présidentielle de l'année prochaine. Un thème central, notamment dans les discours à droite et au centre, c'est celui de l'identité. Certains d'entre eux, je pense à Nicolas Sarkozy, allant jusqu'à parler de racines gauloises, d'identité gauloise. Comment est-ce que vous percevez ce gros plan, ce phare sur la quête d'identité dans la société française? Je crois qu'il n'y a pas de problème d'identité. Au contraire, il faut apprendre ou dire aux gens que l'identité française a été composée de plusieurs apports et qu'il n'y a pas d'identité pure, ça n'existe pas. Il n'y a que le nazisme qui a eu une identité, qui a milité pour une identité blanche et pure, arienne, ça n'existe pas. L'identité française est riche parce qu'elle est composée de plusieurs couleurs, de plusieurs épices, de plusieurs apports, de plusieurs langues. Et cette identité est belle parce qu'elle est complexe. Elle n'est pas pure, elle n'est pas blanche et catholique comme disait l'autre. Elle est complexe de tout ça. Et aujourd'hui, poser ce problème, c'est une façon de diviser les Français et de dire qu'il y a des bons Français et des mauvais Français. Donc l'identité heureuse, c'est un slogan qui vous convient plus? L'identité complexe et heureuse. Complexe et heureuse parce que reconnue. Or, on parlait tout à l'heure des jeunes qui rejoignent Daesh. Ce sont des jeunes qui n'ont pas été reconnus par la France. On ne leur a pas donné l'importance, l'identité qu'ils méritent d'avoir. Alors, ils sont allés voir ailleurs ce qui se passe. C'est pour ça que quand je parlais de failles subjectives de l'identité, quand on les maltraitait ou alors on ne les reconnaissait pas, eh bien, leur identité était infirme, était handicapée. Philippe Ricard. Vous craignez que ce thème de l'identité soit un des éléments centraux de la prochaine campagne présidentielle en France, au profit peut-être d'ailleurs du Front National? De toute façon, la campagne, je crois, va se terminer dans quelques jours, puisque on saura... Pour les primaires, mais c'est l'année prochaine. Oui, mais je pense que dimanche prochain, on saura qui sera le président de la République. Tout en faisant très attention, l'exemple de Trump et de Brexit sont là pour faire attention et il ne faut pas exclure que le FN, il ne faut pas sous-estimer l'importance du FN et sa démagogie. Mais je le disais, vous êtes écrivain, vous êtes un homme de mots, vous écrivez en français. Il y aura d'ailleurs la semaine prochaine le sommet de la francophonie où nous nous rendrons. International sera présent sur place à Madagascar. Comment se porte la langue française? Vous inquiétez vous qui voyagez beaucoup dans le monde, vous inquiétez pour elle? D'un côté, je n'ai pas le droit de m'inquiéter dans la mesure où cette année, le Goncourt a été donné à Leïla Slimani, qui est une Marocaine
et française, qui écrit un français magnifique. Et puis, le concours des lycéens a été donné à Gaël Faye, qui est un jeune du Burundi et qui écrit aussi un français impeccable. Et puis, le Renaudot a été attribué à Yasmina Reza, qui est une écrivaine d'origine iranienne. Donc, la langue française se porte bien par ces écrivains. Mais la politique des affaires étrangères a toujours été de faire des économies sur la culture à l'extérieur. Et nous trouvons aujourd'hui une espèce de recul de la langue française dans beaucoup de pays, notamment le Portugal, qui était francophone presque à 80%. Aujourd'hui, il est en train de devenir anglophone. La même chose pour la Roumanie, la Pologne et beaucoup de pays où ils ont fait des économies sur les instituts français. Et c'était de mauvaises économies parce que si on est présent culturellement, on peut être aussi présent économiquement. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris qu'en étant, les gens parlent français, apprennent le français, ils traduisent les livres français, etc. Eh bien, ils ouvrent la porte à l'économie. Ils ont fait une erreur d'appréciation. Et ça vous parle, la francophonie? C'est une cause que vous accompagnez J'aime pas ce terme de francophonie, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais disons, réunir par exemple, je vais pas vous... Vous êtes sur les chaînes de la francophonie. Oui, mais RFI est avec Pardon ? Vous n'aimez pas ce terme? Parce qu'il est connoté, il est connoté d'une manière assez négative, parce que, je dirais, par exemple, si vous dites aujourd'hui à un écrivain français de souche. Et ça m'est arrivé, je me souviens une fois avec Alain Robbe-Grillet, je lui ai dit, tu es un écrivain francophone? Il me dit, mais ça va pas, moi je suis pas un métèque. Bon, c'est un peu ça. La francophonie, c'est un peu le français des autres. Or, la langue française est là comme l'identité française. Ce qui est extraordinaire en elle, c'est qu'elle a des apports extraordinaires des Québécois, les Belges, les Libanais, les Africains, les Arabes, apportent, quand ils parlent français, d'autres termes et d'autres visions et d'autres couleurs à cette langue. Et c'est pour ça qu'il faut encourager la langue française à travers le monde en mettant de l'argent dans les instituts. Vous le dites si bien, au niveau national, quelquefois, où les différents pays ont des problèmes économiques, des difficultés. Est-ce que cette organisation internationale de la francophonie, elle peut quand même apporter un soutien utile? Non, ça c'est une organisation politique, celle qui va avoir lieu à Madagascar. La semaine prochaine à Madagascar. C'est politique, c'est les chefs d'État francophones, c'est ça? Il n'y a pas que cela, il y a des acteurs culturels, il y a beaucoup d'intervenants. Il n'y a pas que les politiques. Ça coûte de l'argent à la France, ce genre de réunion. Et vous ne pensez pas que les contributeurs sont les pays francophones du monde? Oui, mais peut-être mettant cet argent dans la culture, la culture est beaucoup plus importante que des réunions politiques. Quand vous dites c'est une réunion politique, on peut aussi voir le politique au bon sens du terme, au bon sens du terme de célébration de valeurs de la francophonie, dit-on, valeurs de droits de l'homme, ce type de choses. Vous n'y croyez pas? Je ne suis pas sûr qu'il parle beaucoup de ça. Je ne suis pas certain. Les participants, oui. Je ne suis pas certain. Il y a des gens bien et des gens pas bien. On ne va pas les citer ici parce que je n'ai pas la liste. Des gens fréquentables et d'autres qui le sont moins, c'est ça? Forcément, écoutez, quand même, ce qui se passe... regardez, le Burundi, quand même, c'est un État qui est au bord de la guerre civile. Le Rwanda s'en sort un petit peu. Non, la francophonie devrait être axée uniquement sur la culture et sur la langue et sur la civilisation. C'est ce qui est important. Ce qui reste dans une société, c'est la culture. C'est pas la politique. La politique, ça passe, mais l'important, c'est les poètes, les écrivains, les artistes, les musiciens, les chanteurs. Ça reste. Ils ont besoin d'aide? Ils ont besoin de soutien? Bien sûr qu'ils ont besoin de soutien. La culture est politique aussi. Elle peut être politique, mais il ne faut pas qu'elle fasse de la politique, parce qu'il n'y a pas pire que la culture idéologique. On se souvient du stalinisme. Vous avez écrit donc récemment ces livres, c'était le racisme expliqué à ma fille et le terrorisme expliqué à nos enfants. Est-ce que votre livre sera périmé un jour? Est-ce qu'on n'aura plus à parler de terrorisme? J'espère bien. Bien sûr. Mais comme je raconte l'histoire du terrorisme depuis la Révolution française, je suis un peu pessimiste, parce que malheureusement, nous vivons une époque de grande violence, de brutalité, d'incohérence. Je pense que l'élection de Trump a été un traumatisme pour beaucoup de pays civilisés, de pays qui croient à l'homme, au progrès, à l'humanité, et ça ne va pas augurer de bonnes choses. La perpétuation de la guerre en Syrie est aussi un élément
fondamentale de cette espèce de brutalité qui règne dans le monde et qu'on laisse faire surtout. Personne aujourd'hui n'est capable aujourd'hui d'arrêter Bachar et Poutine. C'est quand même bizarre. Et même la lutte contre Daesh. Vous voyez très bien que les avions saoudiens bombardent beaucoup plus le Yémen que Daesh. C'est quand même bizarre. Enfin, en Irak, on enregistre un recul assez conséquent de l'organisation. Ça fait un mois, islamique. grâce quand même aux Peshmerga, grâce aux Kurdes qui sont en train de se battre et à certains Irakiens. Merci Tahar Benjeloul d'être venu sur le plateau d'International aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ce grand écrivain franco-marocain et vous publiez Le terrorisme expliqué à nos enfants. Je le disais il y a un instant, la prochaine émission, donc dimanche prochain, sera réalisée à Madagascar à l'occasion de ce sommet de la francophonie, terme que vous n'aimez pas. Je veux bien, j'aimerais bien trouver un autre terme, mais bon, disons que je suis pour les langues françaises. Voilà. Les langues françaises. Donc nous serons à Madagascar au sommet des langues françaises, voilà. Néologisme proposé par Tahar Benjeloul. Merci de votre fidélité et donc on se retrouve dans tout juste une semaine.